Je m'appelle Isabelle Marchand, j'ai 38 ans, et la dernière fois que j'ai franchi la porte de cet immeuble, j'en avais 28. Je portais 2 valises, et cette espèce particulière de honte qui ne vient pas d'avoir fait quelque chose de mal, mais d'avoir été convaincu par les gens qui vous ont élevé que vous l'avez fait. La dernière fois que j'y suis entrée après ça, 10 ans plus tard, presque jour pour jour, je portais un dossier d'acquisition de 47 pages et l'acte de ce qui allait devenir leur avenir. Je veux vous raconter comment c'est arrivé. Je veux tout vous raconter, pas la version propre, pas la version où je savais exactement où j'allais depuis le début, la vraie. Celle où j'étais garée dans un parking à Lyon à 11h du soir, en train de pleurer contre mon volant, parce que ma mère m'avait finalement, après 10 ans, envoyé un email de 37 mots. Celle où j'avais construit quelque chose d'extraordinaire et où je devais encore, combattre la partie de moi qui voulait juste qu'un membre de ma famille dise « Je sais que tu n'as pas fait ça, je te crois ». C'est cette histoire-là, et elle commence bien avant tout le reste. Avant d'aller plus loin, si vous me découvrez aujourd'hui, abonnez-vous et likez cette vidéo. Je mets tout ce que j'ai dans ces récits et je ne veux pas que vous ratiez la suite. Et laissez un commentaire maintenant. D'où est-ce que vous regardez? Et quelle heure il est chez vous? Je les lis tous. Vraiment. Chacun d'entre eux. Bon. Laissez-moi vous ramener au début. J'ai grandi à Aurillac, dans le Cantal. Si vous connaissez Aurillac, vous savez exactement ce que je veux dire quand je dis que c'est le genre d'endroit où le nom de votre famille est un système climatique. Vous ne vivez pas dedans. Vous vivez dessous. Le nom Marchand à Aurillac, c'était la banque. La caisse Marchand. 3 générations. Mon grand-père René l'avait fondée en 1961. Mon père Bernard en avait hérité la direction. Mes frères, Édouard et Loïc, étaient préparés à la succession depuis l'âge où ils pouvaient rester assis tranquillement dans un costume du dimanche. Et moi, j'étais la cadette. La seule fille, tolérée à table et oubliée dans les comptes. Je sais que ça paraît excessif. Je ne le trouvais pas excessif à l'époque. Je croyais que c'était simplement comme ça. Je croyais que j'avais accepté. J'avais 11 ans quand j'ai compris que je n'avais pas accepté du tout, et je l'ai compris de la manière la plus silencieuse possible, comme les enfants comprennent parfois les choses que les adultes croient cachées. Mon père avait laissé un document manuscrit sur son bureau. Je ne cherchais rien, je cherchais un stylo. Mais je l'ai trouvé. Et je suis restée là dans son bureau, peut-être 3 minutes, à lire des colonnes de chiffres, chacune étiquetée d'un prénom. Édouard, Loïc, Isabelle. Je n'avais pas besoin d'additionner quoi que ce soit pour comprendre ce que je regardais. Les colonnes de mes frères descendaient sur toute la page. La mienne remplissait à peine un quart. J'ai remis le document exactement là où je l'avais trouvé. Je suis montée dans ma chambre et j'ai commencé à tenir mes propres cahiers. Pas pour faire un geste, je n'étais pas une enfant théâtrale. Juste parce que j'avais compris, à partir de ce jour-là, que si je voulais savoir ce que je valais, c'était moi qui allais devoir faire les comptes. Ces cahiers m'ont suivi hors du Cantal. Ils sont dans un classeur dans mon appartement de Lyon en ce moment même. 41 d'entre eux. Voilà ce que personne dans ma famille n'a jamais compris de moi. Et je pense que c'est ce qui a rendu tout ce qui a suivi à la fois inévitable et injuste. J'aimais cette banque. Vraiment. Pas pour le nom sur la façade, ni pour ce qu'il représentait dans l'idée que mon père avait de lui-même, mais pour ce qu'elle était censée être. Une institution de territoire. L'endroit où une famille du Cantal pouvait obtenir un prêt pour remettre sa toiture en état. Où un artisan pouvait s'asseoir en face de quelqu'un qui connaissait son prénom. J'aimais l'idée de ça. J'ai fait une licence de gestion à l'université Clermont-Auvergne, avec une bourse que j'avais obtenue moi-même, complétée par des week-ends à servir dans un restaurant du Vieux-Lyon que je n'ai jamais mentionné à ma famille, parce que je ne voulais pas entendre mon père m'expliquer pourquoi je n'avais pas besoin de travailler.
J'ai ensuite fait un master en audit à l'IAE de Lyon, diplômée dans les 4 premiers pourcents de ma promotion. Mon père m'a envoyé une carte. Il n'est pas venu à la cérémonie. Nadia Ferreira avait fait 4 heures de route depuis Lyon pour me voir traverser cette estrade. C'était une étudiante en 2e année de droit que j'avais rencontrée dans un groupe de travail le semestre précédent. On se connaissait depuis 7 mois. Elle est arrivée avec un œillet acheté à la station-service sur l'autoroute et une bouteille de vin correcte qu'elle avait mis de côté, et elle m'a dit « Tout ce qu'ils t'ont remis avec ce diplôme, c'est toi qui l'as mérité. Tu n'oublies pas ça. » Je ne l'ai pas oublié un seul jour depuis. La réaction de ma famille à Nadia, au fait de son existence, à cette amitié, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur les valeurs à l'intérieur desquelles j'avais grandi. Ma mère m'a demandé un jour, avec précaution, si Nadia était de la région. Mon père ne m'a jamais posé de questions sur elle. Édouard, la seule fois où il l'a rencontrée lors d'un repas de famille où j'avais eu le tort de l'amener, a passé toute la soirée à parler par-dessus sa tête à quelqu'un d'autre. Nadia l'a remarqué. Elle n'a rien dit jusqu'à ce qu'on soit dans la voiture sur le chemin du retour, et là, elle a juste dit « Tu sais que t'as pas besoin de me les expliquer, hein ?» Et j'ai dit « Je sais ». Et ensuite, j'ai regardé par la vitre pendant à peu près 60 kilomètres en pensant à tout ce que j'avais excusé toute ma vie. J'ai accepté le poste à la banque parce que je croyais sincèrement que c'était une porte qui s'ouvrait. J'avais 28 ans. J'avais 4 ans d'expérience solide dans un cabinet à Lyon et une certification en contrôle interne qui m'avait pris 18 mois à obtenir. Mon père m'a proposé un poste de chargé de conformité junior et je savais, j'en étais absolument certaine, que ce n'était pas censé mener quelque part. Je l'ai pris quand même. Parce que je croyais encore que si je faisais le travail assez bien, assez visiblement, la porte s'ouvrirait un peu plus. Pendant 8 mois, j'ai tout fait correctement. J'ai tout documenté. J'ai appris l'institution de l'intérieur. J'ai trouvé des irrégularités dans des endroits où personne n'avait pensé à regarder. Pas pour créer des problèmes, mais parce que trouver des irrégularités, c'était mon travail et que j'étais bonne. Et puis j'ai trouvé le portefeuille de prêt d'Édouard. Il m'a fallu 3 semaines pour être certaine de ce que je voyais. Un schéma d'approbation qui alimentait une société civile immobilière appelée la SCI Méridionale, une société dans laquelle Édouard détenait un intérêt personnel qu'il n'avait déclaré dans aucun document réglementaire. Les montants n'étaient pas énormes. L'exposition réglementaire, elle, l'était. Je suis restée avec ça 3 semaines parce que je voulais être sûre. Je voulais être absolument, irréfutablement sûre. Si vous avez déjà travaillé quelque part en sachant que faire ce qu'il fallait allait vous coûter quelque chose et que vous l'avez fait quand même, je crois que vous comprenez exactement où j'en étais. Si vous avez déjà été la personne qui a dit la vérité dans une pièce pleine de gens qui avaient besoin qu'elle ne soit pas vraie, vous savez déjà ce qui est venu après. J'ai signalé les faits par la procédure de conformité interne de la banque. Correctement, dans les règles. J'ai tout documenté en plusieurs exemplaires et j'ai gardé une copie de tout, chaque page, dans le classeur sous mon bureau. Ce jeudi après-midi-là, je croyais sincèrement avoir protégé l'institution que j'aimais. Le mercredi suivant, j'avais compris que je venais de donner à mon frère la raison dont il avait besoin pour me détruire. Et voilà ce que je veux que vous reteniez un instant. Parce que c'est la partie qui, après 10 ans, quand je me permets d'y penser clairement, provoque quelque chose dans ma poitrine que je n'ai pas de mots précis pour nommer. Ce n'était pas qu'Édouard. Édouard avait fabriqué des preuves, de vrais documents, falsifiés à mon nom, qui me faisaient apparaître comme celle qui avait réalisé des transactions non autorisées et modifié des pièces comptables. Cette partie est monstrueuse, et elle est aussi d'une façon terrible, compréhensible. Il se protégeait. Les gens font des choses terribles pour se protéger. Ce que je n'arrive pas à rendre compréhensible. Ce que je n'arrivais pas à rendre compréhensible alors, et que je n'arrive pas tout à fait à rendre compréhensible aujourd'hui, c'est mon père.
Bernard Marchand, qui avait construit toute son identité sur l'idée qu'il dirigeait une institution saine et honnête, qui s'était assis en face de moi et m'avait dit que la documentation montrait que j'avais falsifié des pièces, qui m'avait regardé, moi, sa fille de 28 ans, et avait choisi, activement choisi, de traiter les preuves comme réelles. Il savait. J'ai regardé la façon dont il savait. Et il a choisi le nom sur la façade, plutôt que la personne assise en face de lui. Si vous avez déjà été dans une pièce où quelqu'un qui vous aime, ou qui est censé vous aimer, a décidé que quelque chose d'autre comptait davantage, vous savez que ce n'est pas de la colère que vous ressentez d'abord. C'est une espèce de silence froid et clarificateur, comme si tout ce qui était flou avant se mettait soudainement au point, et que vous compreniez que vous étiez la seule à ne pas voir clairement. Si ça vous touche quelque part, si une partie de ça ressemble à une pièce dans laquelle vous avez été, likez, abonnez-vous pour rester avec moi jusqu'à la fin et partagez avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul dans cette pièce-là. Parce que ce qui vient ensuite m'a pris 10 ans, et je veux que vous sachiez que ça valait chacune de ces années. J'ai eu 24 heures pour démissionner et partir. J'en ai pris 18. J'ai fait mes valises, je suis allée au bureau à 6 heures du matin avant que quiconque arrive, et j'ai pris chaque page de mon rapport de conformité dans le classeur sous mon bureau. Je les ai mises dans un carton. J'ai mis le carton dans ma voiture. J'ai pris la route vers Lyon et je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Pas parce que j'étais courageuse, parce que je ne me faisais pas confiance pour continuer à rouler si je le faisais. J'avais 38 ans quand j'y suis retournée, mais avant ça, j'ai dû devenir le genre de femme qui pouvait. Ce qu'il y a de particulier avec une accusation qu'on n'a pas méritée, c'est qu'elle ne reste pas dans la pièce où elle a été formulée. Elle voyage. Elle s'infiltre dans les coups de téléphone et les conversations de table, et dans ce genre particulier de chuchotement qui se répand dans une petite ville comme de l'eau dans du béton fissuré. Silencieusement, complètement, et dans toutes les directions à la fois. J'ai appris ce qu'on disait de moi de la façon dont j'apprenais la plupart des choses dans ces premiers mois. Par Marlène Aubert, qui avait travaillé comme conseillère principale à la Caisse Marchand pendant 22 ans et qui m'a appelé un mardi soir, environ 6 semaines après mon départ. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a juste dit « Je veux que vous sachiez ce qu'on raconte, parce que je pense que vous méritez de l'entendre de quelqu'un qui n'y croit pas. » Ce qu'on racontait, c'est que j'avais détourné de l'argent, que je falsifiais des dossiers de prêt depuis au moins 2 ans, que j'avais été prise et que mon père avait fait preuve de clémence en ne transmettant pas le dossier au parquet. C'était la version. Propre, complète, délivrée avec l'autorité particulière d'une famille qui était le système climatique de cette ville depuis 3 générations. Ce que Marlène a dit à la fin de l'appel, c'est « J'ai travaillé pour votre père pendant 22 ans et je sais ce que votre rapport de conformité aurait trouvé. Je voulais juste que vous sachiez que moi, je sais. » Je l'ai remercié. J'ai raccroché. Je me suis assise par terre dans mon appartement à Lyon, un studio que je louais au mois parce que je n'avais pas réussi à me résoudre à signer un bail d'1 an, parce qu'une partie de moi attendait encore de comprendre ce qui venait après. Et je me suis assise là un moment, le dos contre le canapé, les genoux remontés contre la poitrine, à penser à ce que ça signifiait que votre propre famille construise une version de vous et la lâche dans le monde. La version de moi qui existait à Aurillac était une voleuse. La version qui existait à Lyon avait 28 ans, 11 000 € d'économie et mangeait du poulet rôti acheté à la supérette parce qu'il coûtait 4,80 € et qu'elle pouvait en faire 3 repas. Je veux être claire sur quelque chose, parce que j'ai remarqué que quand les femmes racontent ce genre d'histoire, il y a une attente, celle d'une période d'effondrement, un point de rupture, un fond du gouffre. Je comprends pourquoi, ça a une forme satisfaisante. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé pour moi. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis relevée. J'ai fait une liste. Colonne gauche, ce que je contrôle. Colonne droite, ce que je ne contrôle pas. J'ai barré la colonne droite. Et je me suis mise au travail.
J'ai trouvé un poste de comptable en mission dans un cabinet de taille moyenne à Lyon qui ne connaissait pas mon nom et se fichait d'Aurillac. J'ai travaillé 70 heures par semaine pendant 8 mois et mis de côté chaque euro que je ne dépensais pas en loyer et en nourriture. J'ai préparé l'examen du diplôme d'expertise comptable le soir à la table de cuisine de ce studio, sous une lampe que j'avais achetée 2 € dans une brocante parce que la lumière du plafond était trop agressive. J'ai réussi du premier coup. Nadia est descendue de Lyon le week-end où j'ai eu mes résultats. Elle avait apporté du vrai champagne cette fois, pas de station-service. Et on s'est assise sur le petit bout de béton devant mon appartement que le propriétaire appelait généreusement une terrasse, et elle a dit « Bon, c'est quoi le plan ?» Et je lui ai dit « Pas tout. Je n'avais pas encore tout, mais je lui ai dit la forme de ce que je voulais. Je lui ai dit que je voulais construire quelque chose qui puisse revenir chercher ce qu'on m'avait fait. Pas la vengeance. Quelque chose de plus permanent que la vengeance. Quelque chose qui ne puisse pas être contesté. Elle m'a regardé un long moment, puis elle a dit « Ça va prendre du temps. » Je sais, j'ai dit. « D'accord, » elle a dit, et elle a rempli mon verre. Voilà ce que je veux que vous compreniez sur Nadia Ferreira. Elle ne me gérait pas. Elle ne tempérait pas les choses pour moi. Ne me disait pas que j'étais trop dure avec moi-même, ou trop ambitieuse, ou trop en colère. Elle me disait la vérité, toujours. Et elle me posait les questions que j'évitais, toujours. Et elle était là, toujours. Pendant 8 des 10 années depuis que j'avais quitté Aurillac. Elle était là avec une régularité telle que j'oubliais parfois d'en être reconnaissante, parce que c'était devenu aussi fiable que la gravité. On ne pense pas à la gravité jusqu'au moment où on en a besoin. Je veux vous poser une question, et je veux que vous y pensiez vraiment avant de continuer à écouter. Parce que c'est là que j'ai besoin que vous compreniez le poids exact de ce qui se passait, pas seulement autour de moi, mais à l'intérieur de moi. Édouard savait que ce qu'il avait intégré dans ce faux dossier me suivrait. Il savait que le type d'accusation attaché à mon nom rendrait les choses plus difficiles. Trouver un emploi, être pris au sérieux, construire. Il avait calculé ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a paniqué et pris une mauvaise décision. C'est quelqu'un qui en a pris une calculée. Et il l'a prise avec ma vie. Est-ce que quelqu'un vous a déjà fait quelque chose de trop délibéré pour être pardonné rapidement? Où vous pouviez voir la réflexion qui avait précédé l'acte et où c'était en quelque sorte pire que l'acte lui-même? Je veux vraiment savoir. Laissez-le dans les commentaires. Dites-moi ce que c'est que de vivre avec ça. Je lis chaque commentaire, vraiment chacun. Parce que j'ai pensé à ce calcul tous les jours pendant longtemps. Et ce que j'ai décidé, pas vite, pas facilement, c'est que la meilleure chose que je pouvais faire avec cette connaissance, c'était l'utiliser comme une information plutôt que comme une blessure. Édouard m'avait sous-estimé. Il avait compté sur le fait que je resterais partie. Le moment où j'ai compris qu'il avait parié contre moi, j'ai compris exactement à quoi ressemblait gagner. À 32 ans, j'avais créé ma première structure juridique. Un holding d'acquisition, rien de spectaculaire, juste une entité capable de porter des investissements et de déplacer de l'argent de la façon dont je prévoyais de le déplacer. Je l'ai appelé Marchand Méridien Investissement. Marchand, c'était pour moi. Méridien, c'était pour la SCI Méridionale, la société non déclarée d'Édouard, celle qui avait tout déclenché. J'ai mis les deux noms ensemble dans la même entité et je l'ai posé sur une étagère et je l'ai laissé attendre. Nadia a ouvert son cabinet à Lyon 2 ans après ça et je suis devenue sa première cliente importante. On travaillait ensemble comme travaillent les gens qui se font entièrement confiance. Sans beaucoup de mots, avec beaucoup de précision, chacune sachant ce que l'autre allait avoir besoin avant que ça soit demandé. Et j'observais. J'observais les dépôts réglementaires de la banque chaque trimestre. Je suivais les tendances des encours. Je lisais la presse locale du Cantal, Aurillac, Murat, Saint-Flour, comme on lit les nouvelles d'un pays où l'on a vécu. J'ai regardé l'opération immobilière qu'Édouard avait montée en 2019 commencer à se retourner contre lui.
J'ai regardé la dépréciation toucher le bilan. J'ai regardé le conseil de surveillance commencer à se fissurer. Je ne me suis pas réjouie de tout ça. Je veux être honnête là-dessus. La banque employait 58 personnes, dont la plupart n'avaient rien à voir avec ce qui m'avait été fait. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais regarder se dégrader avec satisfaction. C'était toujours la complication. L'institution et la famille n'étaient pas la même chose, même si ma famille avait passé 3 générations à faire comme si elle l'était. Et puis un matin, j'ai ouvert mon ordinateur et il y avait un email dans ma boîte de réception d'une adresse que je ne reconnaissais pas. J'ai failli le supprimer. L'objet était vide. Le nom de l'expéditeur était indiqué comme F. Aurillac, ce qui n'avait aucun sens comme nom, mais en avait immédiatement un autre. L'initiale de ma mère et la ville qu'elle n'avait jamais quittée. Je suis restée avec cet email fermé pendant 4 heures. J'ai fait du café. Je suis allée marcher le long du Rhône. Je suis revenue. Je me suis assise. Je l'ai ouvert. 37 mots. Je les ai comptés. Isabelle, je sais que tu n'as aucune raison de lire ceci. Je sais que tu n'as aucune raison de répondre. J'essaie d'écrire cette lettre depuis 8 ans, et c'est la 14e fois que je recommence, et la première fois que je termine. Je sais ce qui s'est passé, et ce n'était pas ce qu'ils ont dit. Je l'ai toujours su. Je suis vraiment désolée. Je ne m'attends pas à ce que ce soit suffisant. Je voulais que tu l'aies quand même. Maman. Je l'ai relu 4 fois. La 4e fois, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu les 3 premières. Mes mains n'étaient pas tout à fait stables. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai mis mon manteau. C'était octobre, et l'air le long du Rhône avait ce froid particulier qui sent la fin de quelque chose. J'ai marché 3 kilomètres sans penser à où j'allais. Quand je me suis retournée et que j'ai repris le chemin du retour, je pensais à une phrase précise. Pas aux excuses. J'avais imaginé des versions de cette phrase-là pendant 10 ans. Pas à la partie sur le fait de ne pas s'attendre à ce que ce soit suffisant. La partie sur laquelle je revenais sans arrêt, c'était celle-ci. J'essaie d'écrire cette lettre depuis 8 ans. 8 ans. Ce qui voulait dire que quelque part dans les 2 premières années après mon départ, pendant que j'étais par terre dans ce studio, pendant que je mangeais du poulet à 4,80 €, pendant que je préparais le deck sous une lampe de brocante à 2 €, ma mère savait déjà. Elle avait vécu avec cette connaissance. Elle avait essayé d'écrire quelque chose et s'était arrêtée. 13 fois, elle s'était arrêtée. Je ne savais pas si ça rendait les choses meilleures ou pires. Je ne le sais toujours pas complètement. Ce que je savais, debout sur les quais du Rhône à Lyon en octobre avec l'air froid dans les poumons, c'est que quelque chose avait bougé. Pas défoncé, bougé. Comme un meuble qui est au même endroit depuis si longtemps qu'on ne le voit plus, et que quelqu'un déplace de 5 centimètres, et soudainement toute la pièce semble différente. Le dossier d'acquisition était en préparation depuis 14 mois. Le vote du conseil de surveillance était dans 3 semaines. Je l'avais pensé comme une transaction commerciale. La transaction commerciale la plus personnelle de ma vie, mais une transaction. Une clôture. Les 37 mots de ma mère avaient changé la forme de ce vers quoi je marchais. Ce n'était plus seulement une clôture. C'était quelque chose qui demandait à être abordé différemment. Je ne savais pas encore exactement comment. Je suis retournée au bureau et j'ai appelé Nadia. Elle a pris contact, j'ai dit. Un silence. Puis doucement. Comment ? Un email. Elle dit qu'elle sait que je n'ai pas fait ça. Autre silence, plus long. Isabelle, je sais. Qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau le ciel de Lyon qui s'assombrissait en début de soirée. Je verrai après le vote, j'ai dit. Là, il faut que je me concentre. Nadia n'a pas insisté. Elle n'insistait jamais. Elle a juste dit « d'accord ».
et on s'est remis au travail. Mais j'ai pensé à cet email toute la nuit. J'ai pensé à une femme qui s'asseyait pour écrire la même lettre 14 fois sur 8 ans sans la finir. J'ai pensé à ce que ça coûte comme courage, ou peut-être comme épuisement. J'ai pensé à comme c'est étrange que les gens qui nous blessent le plus ne sont parfois pas ceux qui ont agi, mais ceux qui ont regardé sans rien dire. Et j'ai pensé à ce que j'allais ressentir en franchissant la porte de cette banque dans 3 semaines. 3 jours après l'email de ma mère, Édouard m'a appelé. Je n'avais pas son numéro enregistré. J'avais supprimé tous les contacts de ma famille la semaine de mon arrivée à Lyon. Pas par colère, mais par nécessité, comme on retire une écharde, non pas parce qu'on en veut à son doigt, mais parce que la laisser fait des dégâts. Mais j'ai reconnu sa voix à la première syllabe. 10 ans de silence et une syllabe, et j'avais de nouveau 28 ans, debout dans le bureau de mon père, à regarder la pendule. Je l'ai laissé finir sa première phrase. Il a dit que je devais retirer l'offre d'acquisition, que la famille n'était pas intéressée, que le conseil voterait comme mon père l'instruirait. J'ai dit « Le conseil n'a pas encore voté, Édouard ». Il a dit « Retire l'offre ». Je n'ai pas haussé le ton. Je veux que vous compreniez ça, pas parce que je suis fière de mon calme, mais parce que j'ai besoin que vous compreniez ce que 10 ans de préparation font dans un moment comme celui-là. Ça ressemble à une immobilité complète et très coûteuse. Je lui ai parlé des chiffres de dépôt, de la dépréciation, de l'offre concurrente qui fermerait 2 agences et supprimerait 60% de ses effectifs. Je lui ai présenté les faits de la situation de sa propre institution, sur le ton que j'aurais utilisé pour lire un bulletin météo. Et puis je lui ai parlé des positions collatérales. 14 mois plus tôt, à travers une série d'achats soigneusement structurés sur le marché secondaire, Marchand Méridien Investissement avait acquis des positions collatérales sur 2 des plus importants prêts commerciaux en cours de la banque. Des positions techniquement exigibles aux termes existants si la banque ne satisfaisait pas certaines clauses de performance. Des clauses qu'elle n'avait pas satisfaites pendant 2 trimestres consécutifs. Je n'avais jamais eu l'intention de les activer. Je vous le dis clairement, parce que j'ai besoin que vous compreniez la différence entre avoir une arme et s'en servir. Je les avais parce que dans toute négociation, il faut connaître le plancher. Mais je n'avais aucune intention de faire s'effondrer l'institution pour un grief personnel. Ces 58 employés étaient des gens réels, avec des familles réelles. Ça n'a jamais été une option. Mais Édouard, lui, ne le savait pas. Il y a eu un silence de son côté qui a duré assez longtemps pour que je vérifie si l'appel était toujours connecté. Puis il a dit « Tu n'as pas ta place ici. Tu n'en as jamais eu. » « Tu as peut-être raison, » j'ai dit. « Mais je détiens les positions sur 2 de vos actifs en garantie. Alors j'ai exactement la place que je dis avoir. » Il a raccroché. Je me suis assise à mon bureau pendant environ 45 secondes. Puis j'ai ouvert un nouveau document et commencé une liste. Colonne gauche. Ce que je contrôle. Je l'ai rempli. Je n'ai pas écrit de colonne droite. J'avais appris, quelque part dans ces 10 dernières années, que certaines choses on les laisse simplement exister sans leur donner une colonne. La mise en demeure est arrivée 3 jours plus tard. Courrier recommandé, livré à l'adresse du cabinet, émanant du conseil juridique externe représentant la caisse Marchand. Elle invoquait une interférence déloyale. Elle demandait que je cesse tout contact avec les membres du conseil de surveillance dans l'attente d'un examen juridique indépendant. Elle faisait 4 pages et elle était, d'un point de vue juridique, presque entièrement sans fondement. Nadia l'a lue debout, ce qu'elle fait quand elle évalue quelque chose rapidement. Elle l'a posée face contre table sur la surface de la salle de réunion. « Ils font de l'obstruction », elle a dit. « Oui. » « Ils n'ont pas les appuis pour bloquer ça. » « Non. Donc c'est une question de pression. » « Ça l'a toujours été, » j'ai dit. « C'est le seul outil qu'ils aient jamais eu. » Nadia m'a regardé un moment, de la façon particulière dont elle me regarde quand elle décide si elle va dire la chose plus difficile.
Elle l'a dite. Tu vas bien? J'y ai pensé. Vraiment. Je crois que j'irai, j'ai dit. Après vendredi. Elle a hoché la tête une fois. Elle a repris la lettre et est retournée dans son bureau. C'était la fin de la conversation, ce qui était exactement la bonne quantité de conversation à avoir là-dessus. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu de faire avant encore 3 semaines. J'ai appelé le numéro depuis lequel ma mère avait envoyé l'email. Ça a sonné 5 fois. J'avais presque décidé que c'était le téléphone d'une bibliothèque, un téléphone emprunté, quelque chose d'impermanent. Et puis elle a décroché. Sa voix était exactement la même. C'est ce pourquoi je n'étais pas préparée. J'avais construit 10 ans de distance, et sa voix l'a effacée en environ une demi-seconde. C'était encore elle. Exactement elle. J'ai reçu ton email, j'ai dit. Un silence. Assez long pour que j'entende sa respiration changer. Puis, je ne savais pas si tu appellerais. Moi non plus. Ce qui a suivi, c'est 22 minutes que je ne vais pas reconstituer complètement, parce que certaines choses n'appartiennent qu'aux gens qui y étaient. Ce que je vous dirais, c'est que ma mère s'est excusée de 6 façons différentes au cours de ces 22 minutes, et que j'ai écouté chaque version, et que je ne lui ai pas dit que c'était suffisant, parce que ça ne l'était pas, et que je ne lui ai pas dit que ça ne comptait pas, parce que ce n'était pas ça non plus. Ce que je vous dirais, c'est qu'à un moment elle a dit « J'étais dans le couloir, devant le bureau de ton père, j'ai tout entendu. » Je le savais déjà, d'une certaine façon. Je crois que je l'avais toujours su. Je sais, j'ai dit. Je veux t'expliquer. Maman, je l'ai dit doucement. Pas ce soir, d'accord? Pas ce soir. Elle a dit d'accord. On est resté en ligne encore quelques minutes sans se dire grand-chose. Et puis on s'est dit au revoir, et je me suis assise dans ma voiture dans le parking souterrain sous mon immeuble, et j'ai pleuré. Pas comme on pleure quand quelque chose se brise, mais comme on pleure quand quelque chose qui était gelé depuis très longtemps commence, sur les bords, à dégeler. Ce n'est pas confortable. Ce n'est pas du soulagement. C'est juste le son que fait votre corps quand il commence à croire qu'il est peut-être en sécurité pour ressentir quelque chose. Je l'ai laissé arriver. Puis je suis retournée au bureau et j'ai travaillé jusqu'à minuit. La réunion du conseil de surveillance s'est tenue un vendredi matin, dans la grande salle de réunion de la Caisse Marchand à Aurillac. Nadia et moi avions pris la route la veille au soir et passé la nuit dans un hôtel à Murat parce qu'aucune de nous deux ne voulait être à Aurillac plus tôt que nécessaire. On a dîné dans un restaurant près de la place, une omelette et du café et une tarte aux myrtilles médiocre que Nadia a mangée avec l'appréciation concentrée de quelqu'un qui considère les mauvaises tartes de restaurant comme un vrai plaisir. Et on a revu la présentation une dernière fois. « Tu connais ce dossier par cœur » a dit Nadia. « Je sais. Alors demain, ce n'est pas une question de dossier. » « Non, j'ai dit. C'est une question de quoi alors ?» J'y ai pensé. « D'entrée, » j'ai dit finalement. « Tout ce qui vient après, je peux le gérer. C'est juste l'entrée. » Nadia m'a regardée de l'autre côté de la table. Elle avait fait 4 heures de route pour me voir traverser une estrade avec un œillet de station-service. Elle s'était assise sur un bout de béton en octobre à me demander quel était le plan. Elle avait passé 8 ans à construire une infrastructure juridique autour d'une vision que je lui avais décrite dans un appartement presque vide à Lyon. Elle a dit « Tu marches vers cette porte depuis 10 ans. Demain, tu finis juste la marche. » J'ai regardé ma tarte aux myrtilles médiocre. « Ouais, » j'ai dit. « C'est exactement ça. » On est arrivé à Aurillac le lendemain matin, à 8h45. J'ai regardé la ville apparaître à travers le pare-brise, comme on regarde un endroit où l'on a grandi quand on est parti assez longtemps pour le voir clairement. Plus petit que dans le souvenir, plus lui-même qu'on ne l'aurait cru. La descente vers le centre-ville, le palais de justice,
le gris particulier du ciel d'octobre sur le Cantal, que je n'avais pas vu depuis 10 ans et que j'ai reconnu immédiatement, comme on reconnaît l'odeur d'une maison dans laquelle on a vécu. Et puis l'immeuble de la banque. 4 étages de pierre de taille sur la place du square, le nom Marchand, encore en lettres dorées au-dessus de l'entrée. La même moquette à l'intérieur que je connaissais sans la voir. La même odeur. Je me suis assise dans la voiture environ 30 secondes après que Nadia s'est garée. Elle n'a rien dit. Elle a juste attendu. « Bon », j'ai dit. On est entré. Bernard était déjà dans la salle de réunion. Édouard aussi. Édouard m'a regardé comme on regarde quelque chose qu'on espérait ne pas voir arriver. Puis il a immédiatement regardé son téléphone, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'état de sa préparation. Bernard m'a regardé directement. Et j'ai vu quelque chose sur son visage que j'ai dû travailler à identifier, parce que je ne l'y avais jamais vu auparavant. C'était sous la composure, sous l'autorité, sous la surface soigneusement entretenue d'un homme qui avait dirigé une institution pendant 30 ans. C'était l'arithmétique du regret. Pas jouée, pas offerte à moi. Juste présente, comme une ancienne blessure est présente. On ne la sent pas toujours, mais on sait toujours qu'elle est là. J'ai posé mes documents sur la table de réunion. Nadia s'est assise à ma gauche. J'ai commencé. 31 minutes. J'avais chronométré la présentation 17 fois. J'ai parlé des employés par leur nom quand je pouvais, les chargés de clientèle, les responsables d'agence, des gens dont les carrières avaient été construites à l'intérieur de cette institution et qui méritaient de savoir que quelqu'un les comptait. J'ai parlé du territoire, les artisans, les familles, la fonction économique spécifique qu'une caisse régionale remplit dans un endroit comme le Cantal et qu'un grand groupe bancaire ne peut tout simplement pas reproduire. J'ai mis des chiffres sur la table qui étaient honnêtes et clairs et ne laissaient aucune personne raisonnable avec une question raisonnable sur laquelle des deux offres servaient mieux l'institution. Quand j'ai terminé, Bernard a dit « Je voudrais vous parler, seul à seul ». Les membres du conseil ont commencé à sortir. Édouard s'est levé. « Papa », il a commencé. « Dehors, Édouard. » Quelque chose a traversé le visage d'Édouard. Pas de la colère, quelque chose de plus complexe et de moins confortable que la colère. Il m'a regardé une fois, brièvement, et dans ce regard j'ai vu ce que Nadia m'avait dit que je finirais par voir si j'étais suffisamment patiente. J'ai vu qu'il avait peur. Pas de moi spécifiquement, du poids précis de 10 ans d'une décision qu'il avait prise et qu'il ne pouvait pas défaire. Il est sorti. La porte s'est fermée. Bernard et moi nous sommes regardés de part et d'autre de la table de réunion. Dehors, par la fenêtre, Aurillac continuait son matin d'octobre. Un camion avançait sur la place du square. Quelque part, une porte s'est ouverte et s'est refermée. « Vous avez construit tout ça », a-t-il dit. Pas une question. « Oui. Tout. Par vous-même. Avec des gens de confiance. Mais oui. » Il était silencieux. Ses mains étaient à plat sur la table et elles n'étaient pas entièrement stables, ce qui était la première fois de ma vie que je voyais les mains de mon père être autre chose qu'immobiles. « Je veux vous dire, » il a commencé. « Vous n'avez pas à le faire, » j'ai dit, et je le pensais. Pas comme une grâce, comme un fait. J'avais arrêté d'en avoir besoin quelque part autour de la 7e année. Ce dont j'avais besoin avait cessé d'être quelque chose qu'il pouvait me donner. « Alors pourquoi êtes-vous là ?» Je l'ai regardé calmement, de l'autre côté de la table, de l'autre côté de 10 ans. « Je suis là pour sauver la banque », j'ai dit. La même raison que j'ai toujours eu d'être là. Il s'est levé lentement. Il s'est dirigé vers la porte. Il s'est arrêté avec la main sur le montant, et il ne s'est pas retourné quand il l'a dit. J'aurais dû regarder la documentation plus attentivement. Il y a 10 ans. J'aurais dû regarder plus attentivement. Et voilà ce que je veux que vous compreniez sur ce moment. Parce que c'est la partie à laquelle je pense le plus souvent, encore maintenant. Plus qu'au vote du Conseil,
plus que la clôture de l'acquisition. Ce n'étaient pas des excuses. C'était le plus près qu'il était capable d'en approcher. Et j'ai compris, à cet instant, que c'était la somme totale de ce qu'il avait. Que c'était tout. Que le vocabulaire émotionnel de certaines personnes ne contient tout simplement pas les mots qui permettraient de réparer une chose, et qu'on peut passer toute sa vie à attendre qu'elles apprennent la langue, ou on peut accepter que la phrase qu'elles vous ont donnée soit la seule phrase qu'elles aient. Si ça vous a touché quelque part, si vous savez ce que c'est d'attendre une version d'excuse que l'autre personne n'a tout simplement pas la capacité de formuler, likez cette vidéo. Abonnez-vous pour rester avec moi. Parce que ce que j'ai ressenti dans cette pièce, assise seule après que mon père soit sorti, c'est la partie de cette histoire que je veux le plus que vous entendiez. Il est parti. La porte a cliqué. Je me suis assise seule dans la salle de réunion de la caisse marchand pendant 4 minutes. J'ai sorti un bloc-notes. J'ai écrit 2 colonnes. Et puis, pour la première fois de ma vie, j'ai regardé la colonne droite, celle que je barrais toujours. Et je ne l'ai pas barrée. Je l'ai juste regardée. J'ai laissé tout ça exister dans la colonne droite, sans avoir besoin de l'éliminer. La phrase incomplète de mon père, les 37 mots de ma mère, la peur d'Édouard dans l'encadrement de la porte, la moquette qui était la même moquette. J'ai laissé tout ça là, non barré. Puis j'ai posé le stylo. Le conseil a voté 5 voix contre 2 en faveur de l'acquisition. L'acquisition a été finalisée un jeudi de novembre, 37 jours après le vote du conseil, dans la salle de réunion du cabinet Ferreira-Aumont Avocat à Lyon. 4 heures de paperasse. Des signatures sur des documents qui avaient pris 14 mois à préparer et 10 ans à rendre possible. La collaboratrice de Nadia apportait une nouvelle pile toutes les 20 minutes et je signais chacune avec le même stylo, un bic ordinaire que j'avais depuis l'examen du DEC, le genre qui coûte moins d'1 €, le genre que j'ai toujours préféré parce qu'il ne fuit pas, ne s'épuise pas avant la fin et fait exactement ce qu'il est censé faire sans chercher à le signifier. Quand le dernier document a été signé et paraphé et que la collaboratrice avait emporté la pile finale, Nadia a commandé des plats thaïlandais. Du pad thaï et des nems et un curry légèrement trop épicé pour nous deux et qu'on a mangé quand même. On s'est assise à la table de réunion, entourée des séquelles organisées de 14 mois de travail. Classeurs, chemises, documents marqués de post-it de couleur. Et on a mangé des plats à emporter thaïlandais au milieu de tout ça, comme 2 personnes qui avaient été trop occupées pour remarquer qu'elles avaient faim. À un moment, Nadia a posé sa fourchette et m'a regardée. « Comment tu te sens ?» elle a dit. J'y ai pensé. Un vrai moment. Pas une réponse polie. Pas la réponse que j'aurais donnée en public. J'ai laissé la question exister quelques secondes et j'ai essayé de trouver la réponse honnête sous toutes les autres réponses. Comme si j'avais terminé quelque chose, j'ai dit. Pas comme si j'avais gagné quelque chose. Comme si j'avais terminé. C'est ce que tu voulais ? J'ai pris un M. Je crois que c'est mieux que ce que je voulais, j'ai dit. Ce que je voulais, pendant longtemps, c'est qu'ils comprennent ce qu'ils avaient fait. Et je ne pense pas que ça va arriver, pas complètement. Mais j'ai terminé. Et ça m'appartient indépendamment du fait qu'ils le comprennent ou non. Nadia a hoché la tête lentement. Elle a repris sa fourchette. « Tu as mis du temps à en arriver là, » elle a dit. « Environ 9 ans, j'ai dit. » Elle a souri. « Je prends. » Le changement d'identité de l'institution a pris 6 semaines. J'ai gardé les 58 employés. Chaque agence est restée ouverte. J'ai recruté une nouvelle directrice des opérations, une femme prénommée Sophie Delorme, originaire de Bordeaux, qui avait passé 15 ans à redresser des caisses régionales sous-capitalisées et qui est arrivée à l'agence d'Aurillac son premier jour et a immédiatement commencé à apprendre le prénom de chaque employé. À la fin de sa première semaine, elle les connaissait tous, y compris celui de la conseillère à temps partiel du samedi, qui était là depuis 4 mois et qui m'a dit plus tard qu'elle n'avait jamais travaillé dans un endroit où la direction connaissait son prénom aussi vite. J'ai rebaptisé l'institution Caisse Méridienne. J'ai gardé la référence au territoire
parce que c'était la chose la plus vraie sur ce que la banque était censée être. J'ai supprimé le nom de famille parce que ce n'était plus l'institution de ma famille. C'était celle du territoire, comme ça aurait toujours dû être compris. La notification officielle du changement d'identité a été envoyée à toutes les parties prenantes par courrier recommandé. Mon père a reçu la sienne à la même adresse d'Aurillac où il vivait depuis 40 ans. Je le sais parce que l'accusé de réception est revenu signer de son écriture, que je reconnaissais comme on reconnaît l'écriture qu'on a vue toute son enfance sur des enveloppes d'anniversaire, même celle qui arrivait sans la personne qui était censée venir avec. Je ne sais pas ce qu'il a fait de la notification. Je n'avais pas besoin de le savoir. Édouard a démissionné du comité de direction 9 jours après la clôture de l'acquisition. Il a soumis une lettre formelle de démission au nouveau conseil, que je présidais, invoquant le souhait de poursuivre d'autres opportunités professionnelles. Elle faisait 4 phrases. Je l'ai acceptée le jour même de sa réception, sans commentaire, sans condition, sans contre-proposition. J'ai signé l'acceptation avec le même bic ordinaire. Ce qui s'est passé pour Édouard après ça m'est parvenu de la façon dont la plupart des choses concernant ma famille me parvenaient. Par Marlène Aubert, qui avait pris sa retraite de la banque mais qui connaissait encore tout le monde et tout, et qui m'appelait tous les 2 ou 3 mois pour parler. Marlène m'a dit que la situation financière personnelle d'Édouard s'était dégradée plus vite que quiconque ne l'avait prévu après son départ. La maison dont il portait le crédit immobilier, trop grande pour son salaire réel, s'est avérée impossible à maintenir avec ses indemnités de départ et des missions de conseil au ralenti. Sa femme a découvert, dans le processus de démêlage financier, la réalité de ce qui s'était passé. Pas par moi. Par les documents, des actes de la SCI, d'anciens procès-verbaux du conseil de surveillance, une piste papier qui avait toujours existé à l'intérieur de l'institution et qui était devenue accessible d'une façon qu'elle ne l'avait pas été auparavant. Elle a découvert ça comme les conjoints découvrent parfois les pires choses, non pas de la bouche de la personne qui les a faites, mais par les preuves qu'elle a laissées derrière elle. Je ne me suis pas réjouie de ça. Je veux être claire là-dessus. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Ce que j'ai ressenti, c'est cette tristesse épuisée particulière qui vient de regarder quelqu'un atteindre une conséquence qu'il a choisie sans savoir qu'il la choisissait 10 ans auparavant. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'Édouard avait parié que sa vie pouvait être isolée de la vérité indéfiniment et que la vérité l'avait simplement attendu. La vérité est patiente d'une façon que les gens n'anticipent jamais. Marlène m'a dit, lors d'un de ses appels, « Tu veux savoir comment il va ?» Et j'y ai pensé un moment, vraiment pensé, et j'ai dit, « Non, je ne crois pas que ce soit à moi de porter ça. » Et Marlène a dit, « C'est probablement juste. » Et on est passé à parler de la nouvelle responsable d'agence que j'avais recrutée à Murat, et de si le café dans la salle de pause s'était amélioré, ce que Marlène considérait comme une question d'importance institutionnelle sérieuse. Le récit public à Aurillac a évolué comme évoluent les récits publics dans les petites villes, pas d'un coup, pas avec une annonce unique, mais progressivement, par l'accumulation de faits visibles. Les gens ont vu que les agences restaient ouvertes. Ils ont vu que les employés gardaient leur poste. Ils ont vu le panneau Caisse Méridienne s'installer là où était le panneau marchand. Et ils ont compris, sans que personne ait eu besoin de le leur expliquer, que la fille qu'on avait discrètement effacée de l'histoire familiale 10 ans auparavant était revenue et avait fait quelque chose que la famille elle-même n'avait pas réussi à faire. Personne ne m'a appelé pour me féliciter. Je ne m'y attendais pas. Mais Marlène m'a dit qu'un des clients de longue date, un homme prénommé Henri Gauthier, qui était à la caisse depuis 33 ans et que Marlène décrivait comme l'homme le plus têtu du Cantal, était entré la première semaine après le changement d'identité et avait demandé à la conseillère qui était désormais propriétaire de l'établissement. Quand la conseillère le lui avait dit, Henri Gauthier était apparemment resté là un moment et avait ensuite dit « Bien, cette famille a toujours sous-estimé cette fille-là. » Et puis il avait déposé un chèque et était reparti. Je pense à Henri Gauthier parfois. Je ne l'ai jamais rencontré. J'espère que sa toiture tient. Ma mère est revenue de la façon dont ma mère était capable de revenir.
prudemment, lentement, par petits pas, comme si elle n'était pas tout à fait sûre d'être encore invitée. Elle a appelé 2 fois de plus avant qu'on se mette d'accord pour se rencontrer. Chaque appel était un peu plus long que le précédent. Au 3e appel, elle a mentionné la boîte. « Il y a une boîte, » elle a dit, « dans le fond de mon armoire. J'ai écrit des lettres. Au fil des années, je ne les ai jamais envoyées. » Je suis restée silencieuse un moment. « Combien ?» j'ai dit. « 43, » elle a dit. Et puis, très doucement, je recommençais et je n'arrivais pas à finir. J'ai pensé à une femme assise à une table de cuisine tôt le matin, avant que mon père se lève, en train d'écrire une lettre qu'elle ne t'enverrait pas. L'écrivant et s'arrêtant. La recommençant. 43 fois sur 10 ans. J'ai pensé à ce que ça coûte de porter autant d'honnêteté non envoyée. J'ai pensé à mes propres cahiers, 41, tenus depuis mes 11 ans, consignant tout ce que je faisais et tout ce que je valais. On était, chacune à notre façon, des femmes qui tenaient des registres. On les tenait juste pour des raisons différentes. On s'est retrouvés dans un restaurant à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, à mi-chemin entre Aurillac et Lyon, un endroit où aucune de nous deux n'était connue. Elle était déjà là quand je suis arrivée, assise dans la dernière banquette du fond, avec ses mains posées sur la table et une tasse de café qu'elle n'avait pas touchée. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir. Elle avait toujours été mince, mais il y avait quelque chose dans sa façon d'être assise, droite mais prudente, comme quelqu'un qui s'est préparé à quelque chose et essaie de tenir la préparation ensemble, qui donnait l'impression qu'elle prenait le moins de place possible. Elle a levé les yeux quand je suis entrée, et j'ai vu la chose que j'avais oubliée, ou peut-être la chose que j'avais essayé d'oublier. Ses yeux, le même gris vert que les miens, le même mouvement dans la lumière. J'avais la stature de mon père et l'immobilité de mon père, mais j'avais les yeux de ma mère, et les voir de l'autre côté d'un restaurant à Thiers m'a coûté quelque chose pour lequel je n'étais pas préparée. Quelque chose s'est ouvert très doucement, sans drame, sans nom. J'ai traversé le restaurant et je me suis assise. On a parlé pendant 2 heures. Je ne vais pas vous donner une scène où elle dit exactement ce qu'il faut et où je lui pardonne complètement et où on sort ensemble dans la lumière d'automne comme une famille guérie. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé était plus complexe et plus réel que ça. Elle a dit qu'elle était désolée et je l'ai cru. Elle a dit qu'elle avait eu peur de mon père pendant 40 ans et je l'ai cru aussi. Elle a dit qu'elle savait qu'elle n'avait le droit de rien demander, et je lui ai dit qu'elle avait raison, elle n'en avait pas, et que j'étais là quand même, ce qui était la chose la plus honnête que je savais lui donner.